pas une chanson sur la fin de vie, elle est une chanson sur effectivement la fin de l'amour, la fin de tout, mais on en parle parce que demain doit être voté effectivement un délit qui est constitué si un médecin, par exemple, ou autre, perturbe l'accès au lieu où est pratiquée l'aide à mourir en exerçant des pressions morales ou psychologiques sur un patient ou autre qui veut mourir, qui veut effectivement être euthanasié Eh bien non, eh bien les députés ont dit il n'y est pas question que quelqu'un s'y oppose. Je rappelle simplement qu'il est similaire, la peine prévue s'est portée à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, et elle est calquée sur celle concernant les interruptions volontaires de grossesse. L'article a été adopté et donc demain c'est le vote. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Vous êtes président de VIA, et je rappelle, de VIA, la voix du peuple, effectivement, et vous avez écrit un livre, vous avez reçu déjà sur l'OMS et ce qui se passait, mais un livre passionnant, un livre qu'on vous conseille, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, et c'est vraiment le grand débat, et qui continue depuis longtemps, aux éditions MAM. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vraiment on veut empêcher, est-ce que, pour me faire l'avocat, effectivement, de l'autre côté, Jean-Frédéric Poisson, si quelqu'un qui est vraiment à bout de souffrance, ou à bout de détresse, ou etc., qui, en toute conscience, bien sûr, choisit de dire, écoutez, mettez fin, vraiment, je veux arrêter, je veux qu'on mette fin, et on a beaucoup d'exemples de ce genre. Est-ce qu'on va condamner le médecin qui va aider cette personne à mettre fin à sa vie? C'est toute la question. C'est-à-dire que l'adoption de cet article 17, le dernier, à peu près le dernier en tout cas, de cette proposition de loi samedi matin, a consacré, comme vous l'avez dit, un délit d'entrave qui punit de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende toute personne qui exercerait les personnes qui voudraient empêcher l'accès. Toute personne, médecin ou pas médecin, toute personne. N'importe qui, toute personne. Oui. Qui voudrait, alors soit en exerçant des pressions matérielles, physiques, etc. Bon, ça s'entend tout à fait. Mais surtout des pressions morales ou psychologiques pour dissuader d'une certaine manière la personne qui en a manifesté le souhait de recourir à l'euthanasie. Alors le problème, c'est que c'est toute la difficulté de ce débat. On ne peut pas tenir pour rien ni la faiblesse, ni le découragement, ni le dépit, ni le désespoir des personnes qui se sentent affaiblies à un point tel qu'elles veulent en finir avec l'existence. D'ailleurs, lequel d'entre nous n'a jamais eu l'esprit traversé par la volonté d'en finir, même de manière fugace, parce que de temps en temps c'est trop dur. Il faut comprendre ça, il faut l'entendre, il faut le traiter. Et comme je l'ai écrit dans le livre que vous avez eu la gentillesse de manifester, la mécanique des soins palliatifs permet cet accompagnement, permet ce traitement et permet tout ça. Là, le problème, c'est que nous sommes, par construction presque, en face de personnes qui sont dans un état de fragilité tel... Ça ne veut pas dire démence, ça ne veut pas dire perdre du consentement, non, ça veut dire fragiliser à un point tel qu'elle décide, ou elle souhaite en finir. Et on se demande ce que deviennent, dans cette situation-là, des pressions morales ou psychologiques. On peut parfaitement imaginer que, alors même si le texte ne semble pas dire l'inverse, même si les débats de samedi matin à l'Assemblée, en tout cas, se sont voulus en tout cas rassurants sur ce point, comment considérer le fait que vous avez dans votre famille quelqu'un qui vous dit « moi il faut que j'en finisse, c'est terminé, je n'en peux plus », son frère, sa sœur, son père, sa mère, son fils, sa fille, je ne sais pas qui de sa famille dit « non, tu peux pas faire ça, tu comprends bien que c'est pas possible, on est là pour t'aider, etc. etc. » Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de pression morale ou psychologique? Je veux dire, qu'est-ce qu'une pression morale ou psychologique? Parce que ça, ce sont les familles qui exercent une pression morale et psychologique. Ça se comprend, enfin on n'a pas envie de voir partir les siens, la plupart du temps. Donc cette notion est tellement floue qu'en réalité son champ d'application lui-même est flou et donc extrêmement vaste. Et donc je pense que c'est d'ailleurs le péché mortel de ce texte, d'une certaine manière, ou en tout cas son intention cachée, c'est que le texte est intéressant à lire. Les auditeurs le trouveront sur le site de l'Assemblée nationale facilement. Il faudrait qu'ils le voient. C'est accessible sur le site de l'Assemblée. Enfin, c'est assez facile. Il est d'une ambiguïté folle en réalité, parce que on se rend compte que tout est fait en fait pour faciliter le plus possible l'accès au suicide assisté, à l'euthanasie, et c'est plus intéressant encore que le contenu même du texte.
ce sont les amendements qui ont été rejetés par la majorité, par le gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, la volonté d'exclure les déficients mentaux ou les handicapés. Il y a eu des amendements qui ont été portés là-dessus, des députés comme M. Bazin des Républicains, ou Christophe Benz du Rassemblement National, ou Hervé de Lépinot, également du Rassemblement National, puis d'autres, qui se sont attachés, ou M. Juvin, que vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, tout à fait, qui se sont attachés à réduire la population, en disant au moins, enfin quand même, on ne peut pas considérer qu'il y a un moment où il faut quand même faire attention. Philippe Juvin l'a dit, effectivement, on est déficient mental, on est la liberté de... le consentement éclairé peut être au moins affecté d'une certaine forme d'interrogation, on va dire ça. Donc en fait, il y a une espèce de frénésie à vouloir absolument... En fait, c'est une frénésie de légiférer sur tout, vous diriez. Je pense qu'il y a au-delà de ça, je pense qu'il y a je vais reprendre les choses par une autre porte, si vous permettez. Quand on légifère sur le contrat de travail, le texte en tant que tel concerne en fait les 15, 16, 17, 18 millions de salariés en France qui ont un contrat de travail, c'est-à-dire les salariés du secteur privé. Ça ne concerne pas les fonctionnaires, ni les militaires, les professions libérales, ça concerne une partie seulement de la population. Mais quand on légifère sur le contrat de travail, même si on ne s'adresse qu'à une partie de la population, on dit quelque chose de ce qu'est un contrat. On dit quelque chose de ses modalités de contraction, de rupture, des engagements réciproques, on dit quelque chose de la parole donnée, de la signature. Donc il y a une portée symbolique de la loi à chaque fois qui concerne toute la population, même si le champ de la loi ne concerne qu'une partie de la population. Et bien pour ce texte, c'est la même chose. C'est ce que disait le jeune Louis Bouffard, que vous avez peut-être vu la semaine dernière, ce jeune atteint d'une myopathie de Duchenne assez avancée, qui dit, mais moi vous êtes en train de me dire qu'en fait la question de mon utilité et de ma présence sur cette terre est posée par la loi, que la loi que vous êtes en train de voter. Donc il faut faire très attention quand on manipule les questions de la vie et de la mort, parce qu'en fait, même si nous ne sommes pas tous touchés par des affections très graves, etc., en réalité ça dit quelque chose de la valeur de la vie humaine, et c'est pour ça que ce texte représente, en tout cas il est perçu comme tel par ce jeune homme et par beaucoup d'autres qui s'occupent des patients, comme une atteinte à la valeur de la dignité humaine et de la vie humaine comme telle. C'est ça qui est grave, je pense. C'est vrai, non mais comme vous dites, Jean-Frédéric Poisson, moi je suis très frappé par ça, parce que dans ma famille et dans mes amis, j'ai eu des exemples de ça. Et c'est très difficile à dire. J'avais un très 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 bon ami, vraiment un ami de toujours, qui, je raconte, et puis pendant 3 ans, et il avait simplement, il était non pas paralysé, il avait beaucoup de difficultés à marcher, il ne marchait plus à la fin, il marchait en chaise roulante, et il avait le moral, hein, et il me disait, écoute, trouve-moi un médecin parce que je veux en finir. Et ça, il allait bien. Enfin, il n'y a pas de problèmes familiaux, etc. C'est pour ça que c'est terrible. C'est la règle des exceptions. Lui voulait en finir absolument en toute. Il avait toute sa tête et il disait bon, voilà, j'ai très très bien vécu. Maintenant, ça va. Et j'ai pas envie de continuer comme ça. Il avait très mal. Il fallait le soulever. Et il ne supportait pas de se sentir assisté. Et est-ce que ce n'est pas, c'est tout le problème, est-ce que ce n'est pas en fait, comment faire entre la liberté individuelle, quand elle existe, et les contraintes, et puis ces familles aussi, d'ailleurs, parce que vous dites, ces familles, personne n'a envie de mourir, mais il y a aussi des questions d'héritage, quelquefois, comme vous le savez. Entendu, il y a abus de faiblesse et autre chose comme ça, évidemment. Toutes les familles ne sont pas aimantes, malheureusement. Voilà. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce qu'on fait? Et on va prendre une petite pause, et je voudrais qu'on continue avec Jean-Frédéric Poisson, parce que ça concerne tout le monde, et j'aimerais aussi avoir votre avis, auditeur de Sud Radio. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, est-ce qu'il faut, en fait, et Jean-Frédéric Poisson va en parler, est-ce qu'il faut l'absence de loi, ou alors les soins palliatifs, effectivement, donnent la réponse, y compris dans ces cas-là? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Faut-il aider à mourir? Et à quel prix? Et faut-il empêcher? À quel prix? Nous en parlons depuis tout à l'heure avec Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle son livre que je recommande, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. C'est paru aux éditions MAM. Mais Jean-Frédéric Poisson, alors, justement, on dit, alors il y a les soins palliatifs, on en a beaucoup parlé, etc. Ils sont là, il faut les développer. Mais la question, encore une fois, elle est effectivement philosophique. Et la question est de savoir, parce que la vraie question, elle est là, est-ce que j'ai ma liberté, j'ai la liberté de choisir ma vie? Est-ce que j'ai la liberté de choisir ma mort? Je ne parle évidemment pas quand on est diminué ou quand on a des troubles psychiques ou etc. Mais sur le plan, est-ce que les soins palliatifs répondent à ça d'une manière ou d'une autre ou pas? Les praticiens disent que oui.
Les patients qui, dans un premier temps, font la demande d'être euthanasiés quand ils rentrent dans un service, et à qui on explique qu'ils peuvent être accompagnés, soulagés de leur douleur, soulagés de leur solitude ou de leur détresse, répondent que oui. C'est Monsieur Juvin qui disait, je crois, chez vous la semaine dernière, que le nombre de personnes qui demandaient l'euthanasie, une fois qu'ils étaient informés de l'existence des soins palliatifs, était divisé par 10. Oui, sauf qu'ils étaient 3% oui, au début. Donc ça veut dire que ça concerne. Mais ça n'est pas parce que la population concernée est faible qu'il ne faut pas se préoccuper de la question, parce que c'est quand même des choses qui sont, comme vous disiez, des principes philosophiques au fond. Donc c'est pas une question de nombre, c'est une question de principe. Tout à fait. Donc oui, les soins palliatifs permettent de répondre à, on va dire, l'intégralité. Par précaution rhétorique, il faut dire la quasi-intégralité. Mais enfin, il y a plus maintenant quasiment de douleurs réfractaires. On sait accompagner tout ça, les soins palliatifs ont fait beaucoup de progrès, et je fais partie de ceux qui pensent que si depuis 1999, où les soins palliatifs sont pour vous comme moi, pour tous les auditeurs inscrits, comme un droit pour tous les patients que nous sommes, qui n'est pas effectif parce qu'il en manque de partout, s'ils avaient été développés, si on avait informé la population, si les malades qui sont atteints de graves affections étaient informés depuis longtemps de leur existence, on serait dans un autre, on n'aurait pas besoin de débattre sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Sur la question de la liberté personnelle, vous savez, dans le droit français, il y a quelques bizarreries quand même, parce que figurez-vous par exemple que vous ne pouvez pas déshériter vos enfants, même si vous êtes très fâché avec eux. Pourtant, ces biens vous appartiennent. Ah oui, c'est interdit. C'est interdit, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de leur en laisser un petit bout. Alors, pas la totalité, mais un petit. Il y a une part que vous ne pouvez pas. Bon, vous n'avez pas le droit de renoncer à vos congés payés quand vous êtes en conflit avec votre employeur si vous voulez partir plus vite. Dans ces deux cas, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on considère que le fait qu'il y ait un temps de congé qui corresponde à un temps de travail, c'est une mesure publique d'ordre social. Ça vous dépasse d'une certaine façon. Le fait qu'on puisse transmettre un patrimoine d'une génération à l'autre, ça fait partie des mesures d'ordre public parce que ça assure une certaine forme de stabilité de la société. Donc la liberté individuelle, même quand elle porte sur des choses extrêmement personnelles, extrêmement individuelles, par définition, elle doit être cadrée. Et donc c'est une liberté limitée, surveillée. Forcément, forcément. Ouais. Mais toutes les libertés le sont, en définitive, à part la liberté de conscience, qui heureusement n'a pas de limite, parce qu'on n'est pas encore entré dans notre cerveau. Mais je compte sur Monsieur Musk pour nous mettre des sondes dans la tête et contrôler un peu tout ça à terme. Voyez-y, quand je dis je compte sur, vous comprenez bien. Voilà, tout ça. J'ai compris. Mais il ne veut pas de ça, Monsieur Musk, en plus. Mais revenons à ce que vous disiez. Non, mais la liberté, quand même. Je veux dire, c'est vraiment très important. Évidemment que les 99% des gens n'ont aucune envie de partir pour des raisons, évidemment, la vie avant tout et la vie avant tout, même si on sait qu'on va mourir un jour, c'est pas nouveau. Hélas. Oui. Mais la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Voilà, tout à fait. Oui, c'est son credo, c'est le mien aussi. Mais justement, comment, si vous voulez, en fait, et vous posez un problème, est-ce qu'au fond, ça ne devrait pas échapper à la législation? Je m'explique. Vous avez raison de dire, écoutez, il faut quand même une loi qui encadre, même des choses extrêmement personnelles, et je crois que votre exemple de l'héritage est très important. C'est vrai que bon, ce sont mes enfants, mais bon, et alors, c'est moi qui ai fait ma fortune, ou qui ai fait mes... Bah oui, mais non. Ils sont conduits comme des salauds, mais non. Oui, mais non. Nous sommes d'accord. Mais... Encore une fois, vous, Jean-Frédéric Foisson, vous, tel ou tel, bon, vous avez des convictions, que ce soit des convictions religieuses, des convictions éthiques, et c'est très bien, et c'est plus que légitime que chacun ait ses convictions. Mais si, par exemple, moi, ma conviction, en tant que citoyen, lucide, me dit, écoutez, je suis arrivé à un stade où, effectivement, ça ne vaut plus la peine. Et que, attention, parce que ce que j'ai vu dans la loi, et je vous demande de corroborer, c'est que là où ça se passe, dans les États où ça se passe, on donne 6 mois avant de... Je veux dire, on demande à un patient 3 ou 4 fois s'il est toujours dans les mêmes conditions, au patient ou pas au patient. Ici... C'est pas le cas dans la loi française. C'est pas le cas. Non. Alors c'est quoi la loi française aujourd'hui? Il faut une demande rédigée auprès d'un médecin qui n'est pas votre médecin traitant et qui va s'assurer du concours d'un autre médecin, éventuellement d'une personne qui fait partie des équipes d'aides-soignants, pour examiner la situation et qui rendra sa réponse. Donc la décision ultime de pouvoir vous... C'est le médecin, voilà, il faut la réponse du médecin. Un médecin tout seul décide si, oui ou non, vous présentez les critères d'éligibilité pour subir l'euthanasie ou le suicide assisté. La question que vous posez, c'est de la liberté, est très importante, parce que c'est la question de savoir c'est à quel prix. C'est-à-dire, si effectivement on aménage cette liberté de recourir à l'euthanasie quand on le souhaite,
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas sans conséquence sur l'ensemble de l'ordre social. C'est-à-dire ça bouleverse, ça n'est pas seulement un droit nouveau qui est conféré à une personne individuelle, c'est qu'il y a un prix à payer social sur la valeur de la vie, sur l'organisation des soins, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On n'est pas tout seul en face de quelque chose qui est sa propre vie. Ça engage beaucoup d'autres choses que ça. Et dans notre mentalité individualiste moderne, on a tendance à oublier tout ce qu'il y a autour, mais ça existe pour le coup. Y compris d'ailleurs la vocation des soignants qui sont autour et qui vont devoir faire quelque chose parce que si c'est un droit, ils sont impliqués aussi. Donc il y a une dimension très collective en réalité de notre vie, en particulier sauf pour les gens qui se suicident. Ils ne pensent pas aux gens qui se suicident. Ils ne pensent pas à l'environnement, ils ne pensent pas à la collectivité. Ça c'est très curieux, cher André Berkoff, chers auditeurs. J'ai été pendant 5 ans le représentant du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide. J'ai beaucoup travaillé sur des thématiques des risques psychosociaux en entreprise, du burn-out, etc. Et si vous allez sur l'onglet, le site du ministère de la Santé en France, vous trouverez des tas de choses pour prévenir du suicide. C'est-à-dire on fait tout en France pour que le nombre de suicides, de personnes qui se suicident diminue. Et pour que le nombre de tentatives de suicide diminue, ce qui est d'ailleurs non. Et d'ailleurs, il y a même dans le code pénal un article qui punit l'incitation au suicide. Vous ne pouvez pas inciter quelqu'un à se suicider, c'est un délit. Et on comprend très bien pourquoi. Ça me paraît tout à fait normal. Ce qui veut dire que si vous décidez de vous suicider tout seul, on essaie de vous en empêcher, mais si vous demandez à quelqu'un de vous suicider, on l'autorise, on le met dans la loi. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi quelle est la cohérence, dans quelle forme d'univers schizophrène on peut être amené à demander au même ministère de dissuader les gens de se suicider d'un côté et d'autoriser le recours au suicide quand on le demande à quelqu'un. C'est quand même très bizarre. Alors, est-ce que l'euthanasie, c'est le suicide ? Alors, l'euthanasie, c'est une forme de suicide délégué. D'une certaine manière, on demande à quelqu'un de vous suicider, mais ça revient au même. C'est pas. L'expression d'ailleurs est de... je crois du député Benz dans l'hémicycle la semaine dernière. C'est un suicide délégué, c'est-à-dire vous demandez, vous ne vous suicidez pas tout seul, vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Donc il faut tenir compte de ses détresses, de ses faiblesses, et on a probablement autre chose à dire à quelqu'un qui veut en finir que t'as bien raison, finis-en, parce que c'est pas supportable pour nous non plus. Bien sûr. On a autre chose à porter comme message. Non mais oui, et je termine en disant que les logiciens disent qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. D'ailleurs, il n'y a pas que les logiciens, tout le monde le dit. Quand elle est entrebâillée, elle n'est plus fermée, elle est ouverte. Et quand elle s'ouvre, comme c'est le cas par exemple aux Pays-Bas, il y a quelques mois, vous pourrez vérifier ça facilement, le ministre hollandais de la Santé a dit, escalité, qu'il faudrait désormais que les citoyens de plus de 75 ans se posent la question de leur présence au sein de la société, parce que maintenant qu'il y a des moyens d'en finir de manière facile, il faut quand même arrêter de peser sur les, sur les choses. Ça, c'est vraiment le côté, ça, c'est le côté de la maladie mentale. Jacques Attali avait dit la même chose il y a une trentaine d'années. Enfin, c'est un discours qui revient, c'est la question de l'utilité. Il faudrait que je vérifie, mais non, mais même les gens qui souffrent beaucoup, même ceux qui sont très diminués, ont quelque chose à nous dire et à nous apporter. Même eux. Je dis même eux, vous comprenez le sens dans lequel je le dis, c'est-à-dire que la valeur d'une vie humaine ne se mesure pas, et son intérêt, entre guillemets, ne se mesure pas au degré ou à la situation de faiblesse qu'elle subit. Reste la question, mais on ne la résoudra pas là. Reste la question de la personne, vous allez me dire que c'est l'exception, et heureusement que ce sont les exceptions, de la personne lucide qui a envie d'en finir, et qui, si elle a envie d'en finir, hélas, trouvera des moyens chimiques ou autres pour en finir. À un moment... vous savez qu'Albert Camus disait, la seule question philosophique qui vaut, c'est le suicide. Oui, bien sûr, mais on comprend très bien pourquoi. C'est une question qui touche à la destinée, à la valeur de la vie, au sens de la mort. Enfin, on voit très bien. Et puis il y a le très beau poème La mort des pauvres de Baudelaire. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de... Alors justement, je crois que nous avons Régine. Régine de Foix. Oui, bonjour Régine. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour madame. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi il y a besoin d'une loi, en fait, pour cette histoire d'euthanasie. Puisqu'il existe un document du gouvernement qui s'appelle les directives anticipées, pour lesquelles on peut décider, on peut dire à l'avance ce qu'on souhaiterait qu'on fasse en fonction de ce qui va nous arriver au cours de notre vie. Et ce document est censé être remis à notre médecin traitant. Et il y a également une personne de confiance qui est notée sur cette directive anticipée. Et donc à partir du moment où on donne nos souhaits à l'avance de ce qu'on voudrait faire dans ce qui peut nous arriver au cours de la vie, je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être pris en compte comme un desiderata que l'on
que l'on met à jour peut-être tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Oui, je trouve que c'est une bonne question. Pose Régine. Alors 2 choses. La première, merci, c'est Régine, je crois, le prénom de l'auditrice, de rappeler ça. Les directives anticipées, vous avez tout à fait raison, ça existe, il faut les remplir. Et il faut l'écrire de sa propre main. L'exercice n'est d'ailleurs pas facile. Je me souviens qu'au moment de la loi Claes-Leonetti, il y a 10 ans, j'avais fait l'exercice, j'ai essayé de faire l'exercice moi-même. C'est pas facile d'écrire quand je serai en charpie. Comment dire, ne me réanimez pas avec. Enfin, on peut le faire. On peut parfaitement le faire, mais c'est pas une obligation. Donc ça veut dire que c'est possible, effectivement. Dans ces directives anticipées, on désigne un tiers de confiance qui, si vous n'êtes pas en situation de prendre une décision, le fera pour vous. Mais le problème, Régine, c'est qu'aujourd'hui, le fait de retirer l'avis volontairement à une personne, quel que soit son état, est un meurtre. C'est pénalisable. Vous pouvez passer du tribunal. C'est la raison pour laquelle. C'est ça. C'est encore sous le coup de la loi. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, heureusement. Enfin, quand on tue quelqu'un, enfin, c'est quand même pas. Bien sûr. Mais enfin, écoutez, aider à mourir dans ces conditions et trucider quelqu'un dans la rue, comme il se passe tous les jours en France, c'est pas la même chose, quand même. Jean-Frédéric Poisson. Ça n'est pas matériellement le même acte, mais la conséquence est la même. Et vraiment, je pense que là, c'est un des problèmes. D'ailleurs, c'est la transgression de l'interdit de tuer qui est la question de fond, la question philosophique de fond. On va en parler, je crois, encore beaucoup, y compris avec vous. C'est vraiment un problème philosophique, un problème éthique. Il est posé et vous pouvez nous appeler pour en parler. Merci Jean-Frédéric Poisson.